Alors, nous sommes toujours dans la séquence 1 du programme d'histoire de 3e intitulé Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale, épisode 9. Aujourd'hui, nous allons entamer la 10e séance, le 10e épisode de la séquence 1 du programme d'histoire de 3e intitulé Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Voilà, on arrive en fin de séquence après avoir évoqué le sort des combattants de la guerre, puis avoir zoomé sur la contribution des empires coloniaux au service de l'effort de guerre de la métropole, après avoir aussi évoqué rapidement le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Nous allons achever notre séquence avec une nouvelle évocation du sort des civils, à la fois acteurs et victimes de la Grande Guerre, à travers les femmes dans la Grande Guerre. Et nous allons surtout évoquer la française, mais à travers elle, l'essentiel de ce qui va être vu est valable pour les femmes de tous les pays en guerre entre 1914 et 1918. Et nous allons donc nous demander en quoi les femmes sont-elles à la fois actrices et victimes de la Grande Guerre. Alors dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'aspect des femmes victimes de la Première Guerre mondiale. Et pour cela, on va revenir sur un épisode que j'ai déjà évoqué lors d'une séance précédente et qui concerne en particulier les exactions, les crimes de guerre menés par l'armée allemande, en l'occurrence lors de l'invasion de la Belgique et du nord de la France à l'été 1914, c'est-à-dire au tout début de la guerre, lorsque la guerre devait être courte, fraîche et joyeuse, c'est-à-dire la première phase de la guerre de mouvement. Et l'on voit sur cette gravure des soldats allemands identifiables à leur casque à pointe qui s'apprêtent à fusiller des hommes, des femmes et des enfants dans une pose qui n'est pas sans rappeler le tableau de Francisco Goya, El Tres de Mayo, effectivement, et l'officier allemand a l'arme au poing puisqu'il donnera lui-même le coup de grâce aux fusillés, et on voit que les femmes ne sont pas du tout protégées par leur statut justement de femmes et qu'elles se font fusiller aussi bien que les hommes. Et je n'évoquerai pas plus avant les scènes de viol dont les femmes ont aussi pu être victimes au cours de la guerre. Mais les violences subies par les femmes, en particulier par les civils en général, ne s'arrêtent pas aux exactions, aux crimes de guerre, aux fusillades. Parce que comme les Allemands ne peuvent pas fusiller tout le monde, eh bien, dans les territoires occupés par leurs troupes pendant 4 ans, pendant toute la durée de la guerre, c'est-à-dire encore une fois la Belgique et le nord-est de la France, eh bien, pour s'assurer de la tranquillité de leurs troupes, pour s'assurer que les populations occupées n'attaqueront pas les soldats allemands dans le dos, la nuit. Ça, c'est véritablement une angoisse permanente de l'état-major allemand, parce qu'on sait, depuis, rappelez-vous le programme de 4e, on sait depuis la guerre d'Espagne de 1808 à 1814, on sait que les militaires sont vulnérables quand ils sont noyés, entre guillemets, au milieu de la population civile qu'ils occupent. Et donc, pour se prémunir des dangers que courent leurs soldats,
les Allemands vont pratiquer une politique des otages, c'est-à-dire qu'ils vont prélever dans un certain nombre de familles belges ou françaises du Nord des membres de famille qui vont être déportés dans des camps de civils, dans des camps de prisonniers pour civils, alors que, a priori, ce sont des prisonniers de guerre, ce sont des soldats capturés à l'ennemi que l'on devrait enfermer dans des camps. Et bien là, ce sont des civils qui sont enfermés, et vous avez ici une photographie qui remonte à l'année 1915, le camp de Holzminden qui se situe en Prusse orientale, c'est-à-dire pas très loin de la frontière avec l'Empire russe, à l'est de l'Allemagne. Un camp identifiable à ses grillages, ses miradors, à ses baraquements pour prisonniers. Un camp qui n'est d'ailleurs pas mixte, puisqu'en fait, d'un côté, on va avoir le camp des hommes, de l'autre, le camp des femmes. Ces civils sont plutôt bien traités. Il en va aussi de l'intérêt des Allemands. Mais justement, les civils sont bien traités tant que le reste de la famille resté en Belgique ou dans le nord de la France se comporte bien avec les soldats allemands sur place. Donc cette politique des otages, qui ne dit pas vraiment son nom, mais c'est bien une politique des otages, est une violence supplémentaire infligée aux civils, et aussi bien aux femmes d'ailleurs qu'aux hommes. Alors, il n'y a pas que dans les zones occupées par les armées allemandes, dans les territoires envahis, ou que sur la zone du front, que les civils peuvent être des victimes directes de la guerre. Alors, c'est vrai que les zones du front sont systématiquement vidées de leurs civils que l'on évacue. Et par exemple, lorsque les Allemands lancent en février 1916 leur puissante offensive sur la ville de Verdun, eh ben, la citadelle de Verdun a été vidée de ses civils et ne compte plus que des soldats. Bon, mais c'est pas parce que les civils sont à l'arrière du front, autrement dit hors de portée théorique de l'ennemi, c'est pas pour cette raison qu'ils ne peuvent pas être touchés par l'ennemi, parce que le progrès technologique, technique, industriel, si c'est un projet, si c'est un progrès, pardon, fait que l'ennemi peut passer par-dessus la ligne de front pour aller bombarder par voie aérienne les populations civiles. Et c'est le cas avec ce dessin d'enfant signé d'un certain Pérez qui ne manque pas de talent, hein, et qui nous décrit cette abominable nuit des Zeppelins du 29 janvier 1916, au cours de laquelle des ballons dirigeables allemands sont venus bombarder Paris. Et on aperçoit effectivement à l'arrière la chasse, c'est-à-dire, alors, soit ce sont des avions français qui ont décollé des aérodromes autour de Paris et qui mènent la chasse aux Zeppelins pour l'abattre, soit ce sont des avions d'escorte allemands, c'est plus probablement le cas d'ailleurs, destinés à empêcher justement les avions français d'intervenir. Et toujours est-il que, comme le montre le dessin de cet enfant, les dégâts sont importants, il y a des morts parmi les civils, et c'est pas tant les destructions qui sont recherchées par l'ennemi que la terreur que ces bombardements inspirent. Parce que dans une guerre, tout est bon pour la gagner, et quand le front tient, quand l'armée ennemie est trop forte et qu'elle résiste, eh bien si on ne peut pas briser le front, on peut toujours essayer de briser l'arrière. Et les grandes villes comme Paris
sont à portée des zeppelins. Les bombardements se font de nuit parce que d'abord, avec l'effet de surprise, la terreur est plus grande, et c'est aussi parce que de jour, les zeppelins feraient des cibles beaucoup trop faciles pour les canons français, pour les avions français. Donc les Allemands ne bombardent que de nuit. Et ils bombarderont même, plus rarement, mais ils bombarderont même la ville de Londres, parce que la distance n'est pas réellement un problème. Et bien entendu, j'allais oublier de le préciser, les femmes sont aussi bien victimes des bombardements que les hommes et les enfants. Et on voit sur la droite des pompiers qui évacuent une femme blessée sur un brancard, sur une civière. Mais la puissance industrielle allemande en particulier, n'oubliez pas que l'Allemagne est un des plus grands pays industrialisés de la planète depuis l'âge industriel, depuis le 19e siècle, puis la deuxième moitié du 19e siècle. Et rappelez-vous, l'an dernier, nous avons étudié Alfred Krupp et son empire industriel, le roi de l'acier allemand. Eh bien, les usines Krupp ont fabriqué plusieurs canons géants, monstrueux, 7 canons que les Allemands appelleront les Pariser Kanonen, les canons parisiens, puisque leur objectif c'est de frapper Paris. La ligne de front étant entre 110 et 130 km de Paris, eh bien, ces canons sont en mesure, ça paraît incroyable, mais ces canons sont en mesure de tirer des obus qui pèsent une tonne, sur Paris. Alors évidemment avec une précision qui laisse à désirer, c'est sûr, mais vu la taille des obus, vu le volume d'explosifs qu'ils contiennent, on n'est pas à 100 mètres près. Et donc Paris et ses civils vont être bombardés. Alors cette fois-ci c'est au printemps 1918, au moment où s'achève la phase de guerre des positions, au moment où commencent ce que les Allemands appelleront les offensives de la dernière chance, celles qui s'intercalent entre l'effondrement russe, le retrait russe de la guerre et l'arrivée des Américains sur le front ouest, dans cette fenêtre de tir, c'est le cas de le dire, qui va de mars à juin 1918, au cours de laquelle les Allemands n'ont plus qu'à se battre sur un seul front et à mettre le paquet sur le front ouest. Et bien mettre le paquet, c'est aussi frapper l'arrière, toujours pour le terroriser, pour pousser le gouvernement français à paniquer, ou les civils à paniquer, et à demander la paix. Donc les canons allemands tirent sur Paris, un peu à l'aveugle, mais il arrive qu'ils touchent leur cible, comme par exemple ce jour du 29 mars 1918, où l'église Saint-Gervais dans le 4e arrondissement de Paris est frappée de plein fouet, et, comble de malchance, frappée de plein fouet en plein service religieux, en pleine messe. Donc le bilan est épouvantable, puisqu'on compte près d'une centaine de morts, et parmi ces morts, des mortes, des femmes, bien entendu. Je vous ai dégoté sur Internet une carte qui vous montre les impacts provoqués par les 7 Pariser Kanonen sur Paris intramuros. Et on voit que, alors on a des statistiques très précises qu'on vous demande évidemment pas de retenir pour le brevet, mais bon, les bombardements ont duré du 23 mars au 9 août, donc ça a quand même été assez long, et que en 44 bombardements, eh bien 367 obus sont tombés sur Paris, tuant 250 Parisiens, en blessant 620. Alors le résultat, il faut être honnête, il est décevant pour les Allemands.
Mettre autant d'acier dans des canons eux-mêmes très fragiles, hein, puisque les tubes sont usés au bout de 65 coups, donc le canon devient inutilisable, il faut remplacer le tube. Donc c'est pas très rentable. Et le fait est que même si les Parisiens se sont inquiétés, même si le gouvernement a hésité à quitter Paris pour se réfugier à Tours, bon, bah, le résultat est décevant parce que les Parisiens ont tenu, l'arrière a tenu, le gouvernement a tenu, et finalement, eh ben, ces bombardements ont rendu les Allemands encore un peu plus impopulaires, puisque là, c'est très clairement des cibles civiles, et notamment des femmes et des enfants qui sont visés. Et donc finalement, ça a été un coup pour rien pour les Allemands. Et on voit que c'est le hasard, hein, mais le 19e arrondissement, le quartier des Buttes-Chaumont, a été celui qui a été le plus bombardé, alors que le 12e arrondissement, qui est un peu plus au sud avec sa gare de Lyon, a été quasi épargné par, j'allais dire, par le destin, par les canons. J'ai oublié de préciser que les Parisiens ont surnommé ces canons Grosse Bertha pour se moquer de Krupp, hein, l'industriel qui a fabriqué ces canons et qui devait avoir une fille prénommée Bertha, qui devait, j'imagine, être un peu ronde, d'où le surnom de Grosse Bertha. Mais les violences subies par les civils, et notamment par les femmes, ne se limitent pas au bombardement, et ne sont pas tous imputables, d'ailleurs, toutes ces violences ne sont pas imputables aux Allemands, hein, parce que il faut aussi compter avec ce qu'on a appelé la grippe espagnole. Alors, en ces temps de crise sanitaire, de pandémie de coronavirus, eh bien, on ne peut qu'être frappé par la similitude, par la comparaison, quand bien même l'Europe n'est pas en guerre, le monde n'est pas en guerre, on ne peut qu'être frappé par les éléments de comparaison avec le coronavirus. Alors cette grippe espagnole, en réalité, n'a rien d'espagnol. Simplement, je vous le rappelle, dans les pays en guerre, il existe la censure militaire des informations. On n'a pas le droit, quand on est un journaliste, on n'a pas le droit de diffuser des informations, quand bien même ces informations seraient vraies, qui seraient de nature à renseigner l'ennemi, hein, tant qu'à faire, ou à démoraliser l'opinion publique. Parce qu'encore une fois, il faut que l'arrière tienne pour que le front puisse tenir et que la guerre puisse être gagnée. Donc tout ce qui peut démoraliser l'opinion publique, l'annonce d'une défaite ou d'un événement dramatique, doit être passé sous silence, ou si on ne peut pas le passer sous silence, doit être minoré, c'est-à-dire on doit en parler le moins possible. Et donc quand cette pandémie probablement venue des États-Unis d'Amérique, du Kansas, arrivait en Europe avec les premiers soldats américains, et bien quand cette pandémie débarque en Europe, il n'est pas question en France comme en Allemagne d'en parler. En revanche, l'Espagne, pays neutre, qui n'a pas de censure militaire, où les médias sont libres de parler de la maladie et des ravages qu'elle cause, puisque même le roi d'Espagne tombe malade, eh bien, on a le droit d'en parler dans les médias. Et comme on en parle beaucoup en Espagne et que l'Espagne est très touchée par la pandémie, eh bien, on va finir par appeler cette grippe la grippe espagnole, mais en réalité, encore une fois, elle n'a rien d'espagnol, puisqu'elle n'est même pas européenne, elle est carrément mondiale, comme toute bonne pandémie. Et donc, comme aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, on commence, quand on ne peut plus ne pas en parler, quand c'est trop voyant, ben, on commence par en minorer la gravité. Et on vous dit, les journaux titrent, que cette influenza, c'est-à-dire cette grippe, bon, elle n'est pas bien grave, et que, allez, une semaine de lit, et c'est bon, on est guéri.
Sauf que on n'en guérit pas toujours et qu'on en meurt parfois et qu'on en meurt même de plus en plus, que c'est une maladie vraiment dévastatrice et très très contagieuse. Et on voit par exemple sur cette caricature dans le métro à Paris, on voit un civil, des civils, notamment une femme, qui sont très inquiets, le militaire en permission aussi d'ailleurs. Tout le monde est très inquiet et s'écarte de l'homme qui est en train d'éternuer dans son mouchoir, qui semble malade, parce que probablement qu'à la fin de la journée, cet homme sera mort et qu'il aura peut-être contaminé tous les autres occupants du wagon. Et donc là, nous, ça nous rappelle quelque chose, encore une fois, par ces temps de pandémie de coronavirus. Et il est frappant de voir que, comme aujourd'hui, eh bien, on essaie évidemment de trouver le remède miracle. Donc, on essaye les bonnes vieilles méthodes. Hein, on vous annonce par exemple que on va faire boire du rhum aux civils, alors que c'était plutôt réservé aux soldats avant l'assaut. On va distribuer du rhum en espérant que ça sera un remède naturel contre la grippe espagnole. On va tester des produits, des médicaments qui sont prévus pour d'autres maladies. Ça rappelle le débat sur la chloroquine aujourd'hui, parce que certains journalistes croient savoir que la quinine permet de soigner cette maladie. En fait, ça ne sera pas prouvé. Et puis vous avez évidemment, et c'était déjà le cas au Moyen Âge avec la peste noire, vous avez tous les charlatans qui vont vous vendre des produits miracles, comme le fameux sirop du docteur Lambert, qui n'a pas dû soigner grand-chose, mis à part le portefeuille du soi-disant docteur. Et cette pandémie, comme on le voit avec cette carte de la planète, n'épargne aucune région du monde, si ce n'est peut-être le continent africain, où, comme aujourd'hui d'ailleurs, avec le coronavirus, il semblerait que cette grippe n'aime pas trop la chaleur, c'est possible. Mais par contre, elle fait des ravages dans les pays en guerre, notamment en Europe. Et là, il faut bien le reconnaître, comme la plupart des gens qui sont morts n'ont pas été autopsiés, que les certificats de décès ne sont pas précis sur la cause de la mort, eh bien, il faut être honnête, on ne sait pas du tout, à 10 millions près, combien de morts la grippe espagnole a fait, aussi bien chez les futurs vaincus que chez les futurs vainqueurs, entre 1918 et 1920, puisque voilà, elle a duré à peu près 2 ans, cette pandémie. Et on pense qu'elle a pu tuer jusqu'à 100 millions de civils, militaires, surtout des civils, des hommes et des femmes, c'est-à-dire peut-être 5% de la population mondiale, ce qui ferait de cette pandémie le recordwoman plutôt des pandémies mondiales. Mais en fait, on ne le sait pas. Bon, ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle a tué plus que la guerre, puisque la guerre a tué 10 millions de soldats, qu'elle a tué plus de civils que la guerre, puisque la guerre a aussi tué à peu près 10 millions de civils, vous voyez. Donc ça fait 20 millions de soldats et de civils tués par la guerre. Et la pandémie, probablement provoquée par la guerre, accélérée par la guerre, a tué probablement entre 50 et 100 millions de personnes à travers le monde, et notamment des femmes. Pour en finir avec cet inventaire, ce catalogue des horreurs qui touche les civils et notamment les femmes, eh bien, il nous reste à évoquer le blocus naval anglais. Et c'est l'occasion de dire que finalement, tous les crimes de guerre ne sont pas imputables aux Allemands, puisque là, en l'occurrence, ce sont les civils allemands qui vont en être les victimes, hein, puisque le but, je vous le rappelle, hein, c'est d'asphyxier l'économie allemande,
mais aussi de pousser le pays à la famine. Et là encore, le calcul est le même. Si on ne peut pas faire craquer le front, faire craquer l'arrière. Et donc, l'idée, c'est d'affamer l'Allemagne. Et on voit sur cette caricature française, eh bien, les Allemands bien portants de 1914, avec l'Allemagne avec ses nattes et son casque à pointe, hein, la femme obèse sur la balance, c'est l'Allemagne, hein, c'est une allégorie de l'Allemagne, caricature. Eh bien, on voit que 2 ans après, les Allemands, ils ont tous retrouvé la ligne, mais parce qu'ils ont suivi un régime forcé, bah, tout simplement parce qu'en 1916, les premiers effets du blocus naval anglais se font sentir et que les Allemands sont en train de crever de faim, particulièrement les civils, parce que quand il n'y a pas suffisamment à manger, quand il y a une pénurie d'aliments, l'armée reste prioritaire, hein. Les Allemands, les soldats allemands n'ont pas eu faim. Par contre, les civils, eux, se sont encore plus serrés la ceinture. Et on voit cette affiche, enfin cette carte postale de propagande française à droite, qui ne fait pas dans la dentelle, qui ne fait pas dans la, comment dirais-je, dans la subtilité et même dans l'élégance, puisqu'on voit, alors c'est une carte postale de 1914 d'ailleurs, hein, puisqu'on voit le soldat français, le piou-piou, hein, avec son pantalon rouge, sa veste bleue, son képi, qui se régale avec du bon pain blanc, tandis que le Boche à casque à pointe, et ben lui, il mange du caca, et le caca, bon, c'est un jeu de mots sur Kriegskartoffelbrot, c'est-à-dire le pain à base d'amidon de pommes de terre, de pelure de pommes de terre, c'est-à-dire qu'en fait, les Allemands mangent à peu près n'importe quoi parce qu'ils n'ont plus de céréales à manger. Voilà. Et donc le caca, vous l'aurez compris, c'est ce que tient à la main le soldat allemand. Bon, voilà, vous avez compris l'image. La propagande n'est pas toujours très raffinée, très subtile. Elle est par contre toujours impeccablement simple à comprendre. Si les soldats français n'arrivent pas à vaincre par le feu, ils vaincront par la famine. Et ça, c'est une violence à nouveau contre les civils, les hommes bien sûr, les enfants et les femmes. Puisque nous sommes dans les cartes postales de propagande, eh bien, je vous propose d'y rester avec cette carte postale très célèbre du début de la guerre, hein. On est en 1915, je le sais parce que le poilu porte encore en partie la tenue du début de la guerre, mais la capote, c'est-à-dire le grand manteau qui tombe jusque sur les jambes, et le pantalon sont déjà bleu horizon. Donc on n'est plus tout à fait dans les tout débuts de la guerre. D'ailleurs, on parle déjà plus du piou-piou, mais du poilu. Donc c'est bien la preuve qu'on est dans la guerre des tranchées, qui est d'ailleurs représentée, hein, sur la carte postale. Là, on voit les poutres qui étaient le parapet de la tranchée. Donc on est bien dans cette guerre de tranchées, mais le soldat français n'a pas encore le casque Adrien, le casque d'acier. Il a toujours, malheureusement pour lui, le képi. Donc c'est ce qui me fait dire qu'on est plus début 1915 qu'à la fin 1915. Le soldat français n'est pas encore parfaitement équipé pour la guerre de position. Bon, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir que le poilu, eh bien, à ces moments perdus, quand l'ennemi n'est pas en train de le bombarder ou de l'attaquer, eh bien, le poilu pense naturellement à sa femme et à ses enfants. On peut espérer que la femme et l'enfant font de même de leur côté. Et justement, elle est là aussi, la violence, mais cette fois-ci, c'est une violence morale, pas une violence physique. Cette violence morale, eh ben, c'est l'éloignement de l'être cher dont on est privé au quotidien. La femme comme le fils sont privés de leur mari et père. Et cet éloignement, eh bien, est d'une durée indéterminée, puisque cette guerre qui devait être courte, fraîche et joyeuse est partie pour être interminable.
Et puis surtout, c'est qu'on reste pendant de longues périodes sans nouvelles du soldat. Le soldat qui peut se faire tuer à tout moment. Et la femme guette chaque matin le facteur. Ça, on peut le dire, facteur pendant la Première Guerre mondiale, ça a été un des métiers peut-être les plus détestés qui soit, parce que le facteur, bien malgré lui, était celui qui allait vous apporter le télégramme, porteur de la mauvaise nouvelle, à savoir que votre mari, votre fils, votre père, votre cousin était mort à l'ennemi, comme on le disait, c'est-à-dire qu'il ne reviendrait jamais. Le facteur était le porteur de mauvaises nouvelles. D'ailleurs, il y a même des facteurs qui ont fini par se suicider parce qu'ils ne supportaient plus d'être justement ceux qui annonçaient dans les chaumières que l'être cher était mort. Et le seul lien, donc il faut le mesurer, si toutefois on en est capable, cette angoisse permanente de la femme envers l'homme. Est-ce que mon mari reviendra? Est-ce qu'il reviendra entier? Est-ce qu'il n'est pas déjà mort? Il ne m'écrit plus, le courrier n'arrive plus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'ailleurs le seul lien qui unit à l'époque le poilu à sa famille, hein, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Facebook, vous en doutez, c'est le courrier. Et le courrier, eh ben, il arrive ou il n'arrive pas. Parce que si le facteur militaire a été bombardé et tué pendant un bombardement, ses lettres dispersées sur le champ de bataille, le courrier n'arrivera pas, ou il arrivera avec énormément de retard. Et c'est donc le seul cordon ombilical, entre guillemets, qui relie encore le poilu à sa famille. Et ça, c'est vraiment une souffrance pour l'arrière, et notamment les femmes et les enfants. Et bien sûr, quand on est une femme, une fille, ou une sœur, ou une cousine d'un soldat au front, le pire n'est peut-être pas l'inquiétude permanente, l'angoisse permanente. Le pire, c'est peut-être justement d'apprendre la mauvaise nouvelle. Comme, essayons de se mettre un peu à la place, mais c'est difficile, de Madame Jardot, une Française anonyme, qui a malheureusement eu le triste privilège d'être la mère française qui a perdu le plus d'enfants, puisque de mémoire, sur 5 garçons partis à la guerre, elle en a perdu 4. Puis 4 sur 5 ou 5 sur 6 d'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est la mère la plus endeuillée de France. Et porter le deuil d'un être cher, c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas le corps. Parce que là, vous voyez sur cette photographie, les parents des 2 soldats enterrés dans ce champ-là, au moins ont comment dirais-je, la compensation de pouvoir aller fleurir la tombe de leur cher disparu. Mais pour la plupart des familles, c'est impossible. Quand quand les restes du fils ont été pulvérisés par des obus, éparpillés sur le champ de bataille à des centaines de kilomètres, pas moyen de... Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on inventera, entre guillemets, les monuments aux morts, sur lesquels je reviendrai lors de la prochaine séquence. Donc ça aussi, c'est une violence, c'est une déchirure, et c'est une déchirure qui survivra à la guerre. Et que la guerre soit victorieuse ou perdue, de toute manière, l'être cher a disparu pour toujours. Donc ça aussi, c'est une violence psychologique, morale, sans nom. Alors, que faut-il retenir de cette première partie de séance? Il faut en retenir que les femmes sont victimes de la guerre, à l'image des Parisiennes visées par les supercanons type Grosse Bertha à l'été 1918. Les femmes sont victimes des bombardements de l'arrière. D'autres, comme les Arméniennes, sont les victimes de crimes de guerre, viols, assassinats, déportations dans le cadre du génocide. Ça, on l'a vu, et je le rappelle, hein, ça rentre aussi en ligne de compte
dans notre sujet. Les femmes souffrent de l'absence du père, fils, mari, fiancé quand elles n'emportent pas le deuil. D'autres sont victimes du blocus britannique en mer du Nord et meurent de faim en Allemagne. Affaiblies par leur rationnement sévère, c'est-à-dire la privation organisée des aliments, pour distribuer le peu au maximum le peu de disponible au maximum de monde, et de nombreuses femmes font partie des 10 millions au moins de victimes civiles de la pandémie de grippe espagnole, mais les 10 millions sont peut-être 50 ou peut-être même 100 millions de grippe espagnole, victimes de la grippe espagnole entre 1918 et 1919.